Les boys à la console, tout est beau de votre côté? Les gars sont comme Frank, man. On a fait des tournées de rock'n'roll international. On s'en calisse de ton podcast. Folks, je vais commencer justement en vous parlant de ces boys-là. Fait qu'il y a Raph, puis Malcolm. Max, est-tu là encore? Max est plus là. Ces boys-là sont de Betula, une agence de marketing puis de production de contenu vraiment tight. Ils ont aussi une expérience acoustique audio assez incroyable. Comme peut en témoigner la salle de conférence chez Snipcart, maintenant Douta. Un excellent acoustique. Les boys commanditent la captation vidéo, audio, tout le gear, le setup. C'est vraiment un setup de pro. Fait que je veux juste un petit merci beaucoup. Puis là, dans le fond, j'ai pas pensé à mon affaire parce que j'ai d'autres commanditaires. Je me disais, on va-tu applaudir à chaque fois? On va voir, man. Malheureusement, les gens de Dash 10 ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont en retraite, toute l'équipe. Dash 10, c'est un vraiment cool SaaS de Québec, de reporting pour marketing digital. L'équipe de Dash 10 sont, comment dire, la job du mois, ça se passe, dans le fond, sont à la recherche d'un spécialiste des ventes. Si vous allez sur saspace.com/la job du mois sans tiret, vous avez tous les détails, puis le lien de tracking qui pourrait peut-être me permettre de faire plus d'argent. Merci à Dash 10. Il nous en reste 2. Novatize. Novatize, c'est tout autour de vous. C'est une estifie de belle agence de e-com qui ont leur propre DTC brands aussi, avec des bureaux assez incroyables. Les boys de Novatize, merci de nous avoir prêté l'espace. C'est trop cool, man. Merci. Et last but not least, on a Kimobi. Puis je vous jure sur ma tête que la commandite est venue après qu'Ismaël a accepté de venir sur le pod. Il n'y a pas une structure d'incentive qui vous permet de passer en premier sur le pod si vous commanditez mes événements. No shit. Merci beaucoup à Kimobi. Puis je vais laisser la conversation avec Ismaël décrire c'est quoi Kimobi. Tu penses que t'es pas capable? C'est une blague. J'ai chaud, man. Ça, c'est une autre chose. Là, on va voir si en post-production, on n'est pas capable de diminuer le grassouillet de nos faces parce qu'on a chaud les deux. Merci, Charles. Ça, c'est mon ancien partenaire chez Snipcart Douda, une excellente personne. Les cheveux un petit peu décoiffés aujourd'hui, mais normalement, c'est pas comme ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais juste dire un merci à toutes vous autres. C'est comme unreal pour moi de voir autant de beaux visages, sauf Charles, qui sont là. Puis ce qui est malade, je disais ça à une couple de personnes à qui je parlais, c'est la moitié du monde, peut-être le tiers, je sais pas vous êtes qui, tu sais. Fait que ça, c'est un Christy de bon signal pour ce qu'on fait avec Ça se passe, que la communauté qui se build, c'est pas juste genre mon réseau personnel qui a entendu mes mêmes fucking histoires depuis 10 ans, tu sais, puis que ça se développe plus gros. Fait que je me trouve privilégié d'avoir la chance de faire ça. Surtout d'avoir les conversations comme on va avoir ce soir. Fait qu'on est ready? Tout le monde est prêt? Ouais? Sweet. J'ai un petit caprice. Dans le fond, je trouve ça vraiment cool d'entendre les sons de la foule dans l'audio du podcast live. Fait que si jamais vous voulez rire, crier de quoi, il n'y a pas de stress. Ça va bien passer dans le recording. Ah, chest! Ouais. Mon coach était supposé être là, mais son partner est là. Jim Hyperactive, shout out. Bon, je suis pas rendu à enlever mon T-shirt encore. Merci à Berge aussi qui a fait Alexandre Bergeron, mon ami qui revient des Philippines, right there, qui vous a fait des hot dogs, un vrai chef. Merci Alex. Yes, oh yes. All right. On passe au show, mon gars? Yep. All right. Je commence toujours les shows de même avec un mini recap de comment on se connaît. Puis moi, je pense qu'on se connaît d'une contrée lointaine. Ouais, est-ce qu'on a probablement des gènes de cet endroit-là? Je sais pas, toi, tu viens de quel bout déjà? Mon père est marocain, mais ma mère, c'est une côteux. Fait que c'est une côteux? Blanc, ouais. C'est ça. On s'est rencontrés en Irlande, mesdames et messieurs, à Dublin. Puis à l'époque, c'était en 2015. On était au Web Summit. Ouais. Web Summit, tu étais avec ton partner Alex, qui est là, Alex, je pense. Puis Xavier, un ami de longue date aussi. Avez-vous fait de la grosse business à cette conférence-là du Web Summit? Rien. C'est ça. Il y avait aussi le... En tout cas, il est parti, là. Luc, il est direct là, qui était là au Web Summit. Écoute... La bière était bonne. La bière était super bonne. C'était à l'époque où je buvais encore, donc j'ai pu en profiter
absolument beaucoup. Toi, t'es qui dans la vie, dans le fond? Fais-nous un mini recap. Ouais. Mais il faut pas que ça commence à genre... À 12 ans. Ouais, exact. J'avais mon premier ordinateur. Je stand de limonade puis tout. Non, je suis qui? Ben, un peu... Kimobi, c'est un peu la seule grosse chose que j'ai faite là, dans ma carrière, je peux dire. Là. C'est correct, tu l'as bien fait. En gros, fin secondaire, puis là, il y a beaucoup de honte parce qu'avec mon partner Alex, on a juste tout fait ensemble. Les mauvais coups d'avant 18 ans aussi, puis tout ce qui va avec. Mais sans blague, fin secondaire, on a juste commencé à vendre des sites web, essayer d'avoir une business. Self-taught, t'as appris toi-même à coder, à gosser. Au début, c'était t'achetais des thèmes, tu changeais des mots, puis tu vendais ça 3000$. Là, mais on n'est plus dans le... C'est pas la même chose aujourd'hui, mais c'est ça. Fait qu'on a commencé à juste, je dirais, le mot bagosser sur le web, avoir une coupe de revenus. Puis par la suite, ça a juste... après peut-être 2 ans, 1 an et demi, on s'est dit, là, on est tanné de revendre, puis à chaque mois, recommencer. Fait que starter Kimobi. Fait que ça fait 10 ans aujourd'hui. Ouais, c'est cette année. Ouais, congrats, là, genre, se craquer une décennie en SaaS. Comme vous le savez, c'est pas tout le monde qui se rend là. Fait que ça, c'est un esti beau achievement. Je suis content pour vous. Juste avant que je continue, j'ai oublié un de mes commanditaires, mesdames et messieurs. Donc, Statera, du fucking bon gin sans alcool de Québec. Merci beaucoup pour la commandite. Moi, je bois pas d'alcool, je suis un gros fan. Merci pour ça. Et voilà, le programme peut résumer, mesdames et messieurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, alright, tu bagosses des websites, tu vends ça, tu fais un peu d'argent de poche, de genre, quand tu commences à être entrepreneur ou whatever, c'est quoi la première exposition au SaaS? À genre, OK, je peux faire un produit numérique avec une charge récurrente qui va passer tout seul. Honnêtement, le mot SaaS, on le connaissait pas. C'était, on est tanné de vendre des sites web à chaque mois, puis la personne qu'on lui a fait de site web il y a 2 ans nous rappelle pour faire des modifs gratuitement. Okay. Puis on s'est dit, on peut-tu vendre quelque chose à chaque mois qui est récurrent? C'était vraiment là, naïf. Fait que non, ça a été de même. Puis après ça, l'idée de Kimobi est venue de juste... là, on dirait que je parle de Kimobi puis je parle pas de mon parcours, mais c'est un peu la même chose. Tout est dans tout. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, on s'est dit, bon, on pourrait-tu vendre un software ou vendre... Honnêtement, c'était, on peut-tu vendre de quoi mensuellement sur le web? De récurrent. Juste ça. Puis l'idée est venue de rappel par téléphone d'un dentiste. Puis on s'est dit, y a-t-il une meilleure manière de communiquer avec des clients? Puis ça a été, les messages textes, c'est un bon channel. Okay. Puis on est parti de ça. Puis, by the way, aller chez le dentiste, c'est genre la pire expérience du monde. Fait que quand ils m'appellent, les dentistes, man, ils ont genre la worst version de moi-même au téléphone, genre. Quand vous avez commencé à bagosser ou développer Kimobi, y avait-tu un split de responsabilité? Parce que là, je le sais qu'il y en a un clair. Là, Alex s'occupe des ventes, il hustle, il est beaucoup out there, toi, t'es beaucoup dans le produit. C'était-tu déjà là, genre? Ouais, on a essayé 1 semaine, puis après même une journée, je pense. Puis clairement, moi, prendre le téléphone, appeler quelqu'un, cold call, je suis pas capable. Puis lui... faire du code ou changer des couleurs de CSS, ça passait pas. Fait que jour 2, ça a été... Mais c'est beau. On sait ce qu'on fait, là. C'est fort, man. Puis, comment tu... mettons, là, on a une audience qui est quand même technophile. Nice mot, au QLF. Comment tu décrirais... pas, là, ce mot-là. J'ai chaud, man. comment tu décrirais Kimobi à une audience qui sont quand même tech-savvy, justement? Kimobi, c'est un logiciel de communication pour les concessionnaires automobiles, dans le plus simple. Okay. Mais en gros, c'est tout ce qui est l'expérience client chez le concessionnaire automobile qui n'est pas dans le... excusez, je perds mes mots. C'est tout ce qui est dans l'expérience client par rapport à l'expérience de service. Là. Fait que c'est la prise de rendez-vous jusqu'à l'expérience client pendant que tu viens, les paiements, tout ce qui est les reviews. Puis c'est comme on appelle ça un peu le cycle. Là. C'est que tu reviens aux 6 mois, aux ans au concessionnaire. Fait que tous les touch points, on essaie d'être présent. Tout ce qui est externe puis aussi à l'interne. Est-ce que vous êtes tombé par hasard sur ça, les concessionnaires? Oui. Ouais, par hasard? Par hasard et par naïveté, encore une fois. OK. Pour être vraiment transparent, on tripe ses chars. Puis,
mon père travaille encore dans l'automobile, fait que la première réaction, ça a été « Hey, Pac, connais-tu du monde? » Ouais. Puis en dedans d'une journée, on avait rencontré 3 concessionnaires. On savait même pas c'était quoi le département de service puis de vente. Là. C'était quoi la différence. Ça te donne une idée. Fait que c'est ça. Ça a parti de même. Puis en dedans d'une journée, on avait rencontré 3-4 clients. Puis il y en a un à un moment donné, c'est notre chance. Puis au début, là, c'était... On envoie des rappels de rendez-vous, puis il n'y avait pas de réponse, rien. Là. Puis c'était pas limité par la technologie, c'était limité par mes propres compétences au début. Fait que ça te donne une idée. Les contraintes, ça peut être très positif, man. Puis Alex était bon à vendre les contraintes aussi. Ouais, c'était un bon. Là, ça fait 10 ans quand? Quand est-ce que ça fait 10 ans? Quelque part en mai. C'est quelqu'un de l'équipe qui est capable de valider dans l'audience? Steph. Ouais, c'est parfait. Ouais, parfait. bon. Merci, Steph. Écoute, moi, j'ai fait, avec Snip, on a fait 9 ans avant de vendre, Charles, genre. Pas 10 piles, hein? 9 ans. 9 ans de pur bonheur. Il y a des hauts et des bas, dude. Il y a vraiment, vraiment des hauts et des bas. Puis toi et moi, on a eu des belles discussions offline, puis tu m'en as partagé une coupe. Fait que j'ai le goût qu'on se fasse un petit portrait un peu plus macro, puis après ça, on pourra rentrer dans des enjeux un petit peu plus micro. Mais y en a-tu qui te sautent aux yeux, mettons, des hauts et des bas sur ces 10 années-là? Premier haut, le premier million. Premier million? Ouais. C'est facile, là, mais... Ça, c'est 80 000 en MRR, c'est ça? 83 333. Oh, le gars! Charles, on a célébré trop tôt le nôtre, man. C'est fort. Ouais, absolument. Ouais. Non, Premier million, c'était quand, ça? Je sais pas, man. Honnêtement, là, moi puis les dates, là... Pas trop, mais les chiffres, 10 ans, ouais, mais 10 ans, ouais, c'est ça. Right. Mais non, ça, c'en a... Ben, je te dirais, tu sais, c'est pas quantitatif, mais... Tu rentres dans un concessionnaire, puis tu dis pas que tu es de chez Kimobi, puis tu vois le software être utilisé à chaque jour, puis c'est leur premier moyen de communication. Je dirais, c'est pas dans une date, c'est pas dans un... Mais juste, au début, tu vois ça, puis c'est comme... ça te rend un peu fier. Là. On a la chance de le voir comme... dans le vrai monde. Là. Pas, c'est le concept de c'était quelque chose dans notre tête, dans notre sous-sol, dans notre whatever, puis là c'est comme dans le vrai monde, puis ça nous fait de l'argent, puis on paye nos employés qui, eux, nourrissent leur famille, whatever. C'est un esti beau feeling. Ouais. Mais avant que tu te fasses de l'argent, ça a pris un bout, je pense. Première paye, ça a pris 4 ans et demi. Puis c'était pas une grosse paye, là, je pense que c'était 35 000, 40 000. Puis c'était juste pour aller en appart. Là. Ouais. Essaye d'embaucher un développeur à 35 000 par année en ce moment, puis dis-moi comment ça va. Ouais. Fait que c'était la même chose pour Alex, ou Alex, lui, était comme non, c'est moi qui fais les calls, je prends tout l'argent? Non. Ça a toujours été 50-50. Ouais. Toujours 50-50. Mais là, vous avez payé des employés, bien évidemment, avant de ça. Là, je pense qu'on était rendu 10, 12 employés. On avait un bon payroll, puis on n'avait pas... On vivait chez nos parents. Je suis curieux. Moi, j'ai le défaut de la qualité de jamais fermer ma gueule, d'être trop transparent. Là, mais c'est-tu le genre d'affaire, mettons, que tu disais aux employés que hey, nous, en ce moment, on se paye, on se verse pas de paye? Non, on l'a jamais dit. Non. Ben, c'était pas... C'est un héros dans l'ombre. Là. Moi, c'était pas de dire « prenez-nous au pitié », c'était pas de dire hey, « je te donnerai pas d'augmentation l'année prochaine parce que moi, j'ai pas de salaire ». C'était... It is what it is. It is what it is. On mettait la business en avant, puis on avançait. C'est pour le greater good du plus tard. Là, puis après 10 ans, on est là. C'est malade, man. Puis, est-ce que... dans l'écosystème québécois, là, ceux qui lèvent une business ou qui n'ont levé une, il y a souvent... pas le jeu, mais les... Dude, man, il va falloir que je paye l'équipement. Ouais. Il y a souvent le play, ou du moins le levier des subventions, man. Ça fait partie de notre réalité économique, je pense. Est-ce que, justement, quand vous payez même pas vous-même, avez-vous roulé sur des subventions au niveau techno, au niveau R&D, innovation, whatever? Non, rien. Ben, pourquoi pas? Ouais, genre? Ben, R&D, on n'avait pas... Assez de staff? Ouais. Ça te prend du staff pour demander de l'argent au gouvernement. Là. Fait qu'il te faut déjà une base. Mais non, honnêtement, CDE, c'était quoi le minimum? 5-6 employés. Fait que 6 employés qui sont qualifiés. Fait que ça fait que t'arrives au point où est-ce que quand t'es 12, on n'avait pas 6 développeurs ou 6... En tout cas,
plein de détails comme ça. Puis on essayait de se battre avec certaines subventions. Puis à un moment, on s'est juste rendu compte qu'on était juste meilleur à essayer de vendre, builder un produit, puis faire notre propre argent. Puis c'est un peu à un moment donné, tu t'entêtes à dire, OK, regarde, je vais le faire moi-même. Là. C'est pas en essayant de gagner des concours, en essayant d'aller chercher de l'aide. Fait qu'on a juste dit, ben, on build notre produit, on le vend, puis on... Plus. Exact, à la place de mettre cette énergie-là, qui des fois était négative, parce que soit tu l'avais pas ou c'était un peu dans le vide, on va mettre cette énergie-là à le vendre, puis avoir des vrais clients qui à chaque mois ils reviennent. Moi, by the way, là, on n'a pas... C'est pas un bâche des subventions ou quoi que ce soit. Là. Je pense que, dépendamment du profil de l'entrepreneur, puis du niveau de temps qu'il est capable d'investir dans différents trucs, ça peut faire crissement du sens d'aller en chercher. Mais je pense que justement, quand tu le sais que tes forces, c'est peut-être pas justement cette game un peu plus administrative-là. C'est cool de double down. Vous avez fait le call, vous n'avez jamais retouché à ça. Ben là, aujourd'hui, on a les employés pour. OK. Qui ont la patience. Puis non, mais pour de vrai, là, on le fait plus. Puis dans les dernières années, on l'a fait plus. Mais au début, on n'avait pas la patience. On n'était pas le type de, comme tu dis, un peu le type de personne à écrire des beaux textes, tout marcher, des beaux mots. Moi, je l'ai fait, ça n'a pas été ma partie de ma carrière préférée. Au niveau du financement, le cash pour fonder genre Kimobi au départ ou justement survivre, ça venait de où, ça? On n'avait aucune dépense. Fait que on est à 17 ans, 17-18. T'avais 18? 18, ouais. Aïe, j'étais tellement pas en train d'entreprendre un SAS à 18 ans. Non, à 18, je veux dire, t'es dans le sol chez tes parents. Là. Fait que c'est pas... oui, on faisait des sites web, ça a aidé un peu au début, mais jamais au scale d'engager le premier employé. Là. On l'a, pendant 1 an et demi, 2 ans, on était... je dirais 1 an et demi, on était juste 2. Là. C'était Alex puis moi. Là. Fait que vous avez financé avec vos premières ventes, avec la banque, qu'est-ce qui s'est... Nos ventes. Nos clients ont financé la business au complet. OK. Sweet, man. Puis, une des... Il y a 2 trucs qui se passent quand tu scales un SaaS plus que genre 5 ans, là, puis avec une certaine growth, que tu sois fundé ou pas, là, peu importe. 1, si tu veux te rendre, il te faut des bons joueurs, il faut que tu les gardes. Puis 2, il faut que tu gères en français, ce serait genre les douleurs de croissance, là, les growing pains. J'ai le goût qu'on double-clique sur justement les growing pains. Là. À un moment donné, t'es plus toi et Alex dans le sol, t'es comme 12, 20, 30, 40. Vous êtes combien là? Une quarantaine. Bon. Fait que là-dedans, il y a comme une masse critique qui s'installe, puis il y a certains processus, OK, il faut qu'on s'organise en tant que compagnie. Comment vous avez géré ça? Ça a-t-il été tough? Je veux en entendre plus. Ouais. Pour être bien honnête, ça a été... Il y a une phase où est-ce qu'on s'est cru plus gros qu'on était, ou qu'il fallait un layer de plus. Puis cela, il a fait mal, parce que une couche de gestion de plus? Ouais. Puis c'est pas les personnes en tant que telles, là, loin de là. C'est juste comme... Tu te dis, tu te fais dire, tu lis partout que... OK, faut ça... pas que tu te décolles un peu de la business, mais que tu sois plus à lèvre. Tout le blabla là, de big corp, de croissance. Puis oui, on grossit, mais on s'est comme fait accroire trop vite qu'il nous fallait un layer ou qu'il fallait plus de gestionnaires. Puis ça... Honnêtement, ça a fait mal. Je veux dire, le output était beaucoup moindre qu'au moins de personnes qu'on était. Fait que ça a été quand même de s'en rendre compte et de le faire. Là. Puis c'est pas le fun à faire, mais pour la business. Laisser ces personnes-là partir. Puis c'est pas, comme je dis, c'est pas les personnes, c'est plus le... Des fois, tu te fais croire un peu là, que tu es rendu plus loin ou qu'il te faut ça pour aller plus loin. Je pense qu'on est tous des créatures influençables, man. On entend des success stories, on voit d'autres entrepreneurs, d'autres compagnies, puis on est comme, alright, I guess, moi tout, je pourrais faire ça, ou je suis rendu là, puis je l'ai fait à plein de reprises. Quand on se parlait offline, quand on préparait tout ça, là, tu m'as dit un mot qui m'avait vraiment marqué, c'était les sauveurs externes, external saviors. Ça, c'est genre une fallacie, c'est genre un faux pas, je pense, qu'il y en a plus qui font. Tu veux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Encore une fois, comment je peux dire? On a des problèmes à l'interne, fait que tu penses qu'en engageant X, Y personne ou persona va t'aider à régler le problème pour de vrai. Mais en réalité, si cette personne-là a eu de l'expérience ailleurs qui est totalement différente, puis c'est de laisser... C'est pas de trop faire confiance, c'est juste de penser que cette personne-là a toutes les solutions à la place de des fois se regarder dans le miroir puis dire sans cette personne-là, est-ce qu'on aurait pu le gérer, ou sinon de trop avoir laissé aller la personne puis que l'expérience est totalement pas la même. Là. Chaque entreprise est totalement différente que tu peux pas... Parce que, c'est un petit peu la pensée magique de l'embauche.
Cette personne-là va tout régler. Là. Ouais. Le dev en React, mais qui rentre, tout va bien. Il n'y aura plus de bugs. Il n'y aura plus de bugs. Pour ce qui est de embaucher puis garder des bons joueurs, y a-tu... OK. Là, on est sous le spotlight, toi puis moi, clairement. Genre, on a mal aux yeux, on a chaud, tout ça. Mais Kimobi, elle-même, la startup elle-même, a jamais vraiment été sous le spotlight. C'est-à-dire que vous étiez pas une... c'est pas une critique, c'est juste une réalité, je pense. Vous étiez pas une coqueluche médiatique de PR, de tout ça. Vous faisiez vos shit pas mal à votre bord. Fait que, I guess que vous aviez pas nécessairement genre des stagiaires ou des jeunes professionnels qui se lançaient à vos portes pour venir travailler chez vous. Comment vous avez fait pour pogner les bons joueurs et les garder? Je te dirais, pas qu'il y a une partie de chance. Là, je veux dire, oui, on postait partout. Je pense que c'est juste de choisir les bonnes personnes. Puis ça veut pas dire qu'ils ont le background parfait ou qu'ils sont allés aux bonnes écoles ou qu'ils ont un bac à telle place. C'était plus, est-ce que cette personne-là a des compétences de base? Veux-tu s'améliorer? Veux-tu grandir avec nous? Fait que c'était, les hires, je suis le premier, là, Alex aussi, là, on est des drop-out. Là, fait que je serais pas le premier à demander que tu aies absolument un bac. Là. J'ai rien, j'ai un secondaire 5. Là, comme Kanye West. c'est tout ce qu'on va dire. C'est tout ce qu'on va dire sur Kanye West. Il n'y aura pas de cancellation à soir, inquiétez-vous pas. Non, mais sans blague, je dirais, c'était de faire confiance aux gens aussi. Ouais, ça, tu m'en as parlé, puis ça me... T'as comme une capacité où tu prends une décision de faire confiance rapidement. Ouais, puis là-dessus, j'étais comme, j'étais challenge, j'étais comme, non, moi, ça me prenait, tu sais, je voulais la construire un peu, prouver des affaires. Toi, t'étais comme, non, Ben. Ce qu'on dit aux employés quand ils embauchent souvent, c'est, tu sais, on vous fait confiance au jour 1. Sinon, on vous engagerait pas, là. Fait que, puis on leur dit, vous n'avez pas à gagner notre confiance parce que c'est comme tyrannique un peu. Là. Puis là, ça, c'est mon opinion, là, mais c'est comme de dire, faut que tu gagnes ma confiance, faut que tu me flattes dans le sens du poil pour que ça aille bien. Puis là, à un moment donné, je vais peut-être te donner plus de latitude ou quoi que ce soit. Puis on dit aux employés, mais on dit, la seule affaire que tu peux faire, c'est la perdre. Ouais. Ça va des deux bords. Là. C'est donnant-donnant, c'est des deux côtés. Fait que c'est une réalité qui est peut-être différente, mais pour nous, ça a fonctionné juste parce qu'on fait confiance aux gens, on les engage parce qu'ils ont une certaine compétence ou ils ont une attitude. Puis sinon, on les engagerait pas. That's it. Ouais. Mais cette philosophie-là, c'était genre de... C'est straight, puis je te le donne straight, là. C'est ça, on se préparait pour le pod, puis je te disais... J'ai l'impression, man, que votre culture, ça tourne autour de... Écoute, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. No bullshit, là. No bullshit, exact. Tu l'as bien dit, tu t'es pratiqué. Merci, ouais. J'avais hâte de plugger cette expression-là. By the way, supposément que la team de Kimobi, ils ont demandé à... Oh, on s'est flatté, moi, ça va peut-être avoir... Soit t'as plus chaud ou moins chaud. La team de Kimobi t'ont supposément glissé des mots à plugger durant le podcast. À date, t'as rien dit d'excentrique, fait que j'imagine que t'as pas réussi encore. Dude, j'ai le goût que tu verras. Hein? Tu verras. Tu verras. Je fais ça en amont. J'ai le goût qu'on... ça en est là. Hein? Nice. J'ai le goût... C'est correct. J'ai le goût qu'on parle de valeur, man, parce que là, t'as dit no bullshit. Alright? No bullshit, c'est écrit sur les murs de Spectrum. C'est quelque chose qui est, moi, dans mon héritage entrepreneurial, ça a toujours été là, tu sais. Mais c'est quelque chose qui est facile à dire, mais un petit peu plus difficile à vivre, je pense, puis à, comme, je sais pas, là, faire comprendre. Fait que, c'était-tu comme couler dans le ciment... la première pack de sang avec Alex, genre premier client signé, on a écrit dans le ciment no bullshit. Genre t'avais-tu des valeurs genre déjà? Non, je pense que c'est une attitude là, de no, si tu le vis ou tu le vis pas, là, le no bullshit ou le très G comme réponse. Ouais, non mais tu keep it real. Ouais. Non mais sans blague, pour revenir à ça, c'est on n'a jamais eu de valeur chez Kimobi pendant 5 ans à peu près. OK. Là, vous en avez? Ouais. On avait des valeurs. Excuse. On avait des bonnes valeurs. Non, mais sans blague, on n'avait pas de valeurs écrites. Tu sais, souvent, on starte une entreprise, puis là, c'est quoi mes valeurs, ma mission, ma vision? Ouais. Là, ça a pris... Bon, on savait pas, qu'il fallait en écrire. Fait que c'était un peu dans l'ignorance. Mais honnêtement, on n'a pas eu juste parce que c'était nos agissements. Fait qu'à un moment donné, après 5 ans, on se dit, bon, là, on est rendu une quinzaine. Il faudrait peut-être comme se définir mieux parce que les nouveaux employés,
Apprendre par Ils connaissent osmose, pas. c'est Ouais, peut-être c'est un ça. peu long. Fait qu'on a demandé aux employés de nous aider à les définir. Ouais, ça, j'ai toujours aimé ça. Fait que ça a été comme, dites-nous c'est quoi que vous ressentez, c'est quoi que vous voyez dans le business. Puis après ça, on a fait 2 ou 3 itérations, puis après ça, on les a présentés aux employés, puis ça a été comme ça. Fait que c'est un sign-off un peu de tout le monde. Là. OK. Fait que c'est ça. Ça a vraiment été comme à l'envers totalement, mais je pense que pendant 5 ans, c'était juste nos agissements. Ouais, Puis comportement. c'était comportemental de qu'est-ce qu'on faisait qui était répliqué. Puis tu sais, dans un bureau, on date d'avant COVID, là, on oublie tout c'est quoi qui était avant COVID, mais on était tous dans le même bureau. Fait que tu sais, ça se diffuse. Ça se diffuse plus facilement, mais rendu à 12-15. Là, je vais double-cliquer sur quoi, parce que c'est de la curiosité personnelle, mais aussi parce que c'est mon podcast, fait que j'ai le droit. Quand tu as demandé aux employés de définir ou de suggérer des valeurs, là, comment tu l'as fait? Genre un Typeform, whatever, un Slack. Puis 2, c'était-tu anonyme ou c'était genre les vraies personnes avec leur vrai nom? Non, c'était un Google Form anonyme. Google Form anonyme. Ouais. Puis on avait... En gros, on avait sorti aussi une liste d'idées. Comme dire, voici nous ce qu'on vit. Dites-nous oui, pourquoi, non, pourquoi. Puis dites-nous toutes vos idées. Puis t'as-tu eu un genre de... ça, ils ont dit non, j'étais sûr que tout le monde était sur oui là-dessus? Non, pas vraiment, non. Sweet, ça veut dire que Non. c'était cohérent, man. Ouais. Puis là, vous avez fait ce que plusieurs startups puis compagnies éventuellement font avec beaucoup de fierté puis beaucoup de PR. C'est-à-dire que vous avez fait un livre interne. Mais sans le PR. Mais sans le... Ça, c'est un esti bon point. Moi, dans le fond, je suis allé chez vous, dans vos bureaux, là, pas très loin du Costco. Puis, dans le fond, j'ai vu... C'est des super beaux bureaux. C'est une belle gang. Je suis allé dans vos bureaux, on s'est assis, puis on a préparé le pod, toi puis moi. Je suis parti avec une boîte. Puis dans la boîte, il y avait une gourde, un gilet avec un mauvais tissu. Right? Tu m'en as Je vais parlé. t'en renvoyer un meilleur. Ouais, c'est ça. C'est lui qui trouve que c'est un mauvais tissu. Moi, je suis super content. Puis il y avait un livre, man. Puis j'ai feuilleté le livre avec tout, puis j'ai fait... Ben franchement, d'autres, j'aurais pensé que c'était de la bullshit, mais ça a l'air cool. Fait que tu veux-tu nous parler un peu du processus de ce livre interne-là? Ouais. En gros, avant de faire un livre, on faisait lire aux employés des bouts de livres. Là. On avait comme un ramassis collage, de plein de livres. Fait qu'on faisait lire ça à tous les employés, puis on prenait le temps que ça prenait avec tous les nouveaux employés, puis on reviewait toutes les sections. Puis est-ce qu'on avait des highlights par mettons, paragraphe ou par... un peu genre ça faisait sujet. partie du Ça faisait du onboarding. onboarding. Alex puis moi, on s'assisait. Ça prenait 3 heures, c'est pas grave. On s'assisait avec chaque nouvel employé puis on disait, OK, l'as-tu lu? Parce que ça va paraître ta première question si tu l'as pas lu. Puis on passait sujet par sujet puis on disait, OK, nous, on avait des notes sur, c'est un peu c'est quoi qui ressortait sur chaque. Puis on disait, OK, c'est quoi que tu as compris de ça? Puis c'était une discussion ouverte. OK. Fait que ça Là, ça aidait. scale pas, man. Non. Tu fais-tu encore ça à chaque employé? On l'a modifié un peu. Là, on review pas le livre parce qu'il est vraiment plus court. Là. OK. Mais non, on est en train d'essayer de changer la formule parce que oui, là, à 40, ça scale plus. Là. OK. Mais fait qu'on a fait ça jusqu'à, je pense, fin de l'année passée, peut-être. OK. Puis à un certain point, on s'est dit, OK, là, il y a des parties du ramassis qu'on dit qui font plus de sens. Il y en a qui c'est comme, ouais, finalement, ça C'est ne un fait exemple? pas pantoute. Je m'en rappelle pas vraiment. rapidement, là, non. mais fait qu'on a décidé à un moment donné de faire juste un projet interne de on devrait prendre les meilleures parties ou réécrire selon nous là vraiment ce qu'on vit. Puis ça faisait à peu près 8 ans qu'Immobilier existait. Fait que là, ça faisait plus de sens pour nous, on avait plus de vécu. Puis on pouvait parler de plus de vraies choses ou plus de ce qui se passait vraiment dans l'entreprise. Puis tu as lu un peu des jokes dans le livre, il y a un peu tout, là, mais c'est des do's and don'ts. C'est pas juste genre, voilà nos valeurs, puis voilà notre histoire, puis on est bien beau, on est bien actionable. fin. Ouais. Êtes-vous en mode... parce que là, moi, je suis allé au bureau, j'ai vu tout ça, le gong. D'ailleurs, vous avez fait des ventes ce matin? Vous avez... Ouais. Non, mais ils ont un gong chez Kimmobi. Pour ceux qui voudraient essayer, c'est possible de sabrer du champagne avec un gong. Imagine. C'est assez impressionnant. Fait que êtes-vous juste pur Office? Êtes-vous pur hybride? C'est Hybride, quoi? ouais. Hybride. Ouais. Super. Puis ça l'a été, même avant le COVID, là, le premier vendeur était à Montréal remote. Fait que on était peut-être à 14-15 employés. Parce fait que le marché était plus centralisé à Montréal? Ou juste au début, quand on cherchait, c'était difficile de chercher un vendeur anglophone, bilingue, qui parlait très bien anglophone, qui était capable de vendre aux États-Unis, qui connaissait un peu le SaaS ou qui avait l'intérêt pour. Fait que
quand il y a quelqu'un qui est à Montréal, tu le prends pareil, là, peu importe. Puis il est encore chez nous aujourd'hui après quasiment 6 ans. Fait que tu sais, c'était même pas un genre on va prendre du monde remote parce que c'est cool. Là. C'était juste c'est le seul qui est compétent, fait qu'on va le prendre. Fait que ça a été ça. Puis on a juste grossi à partir de là. Puis on est un peu hybride. Là. En ce moment, après COVID, on est à peu près 50-50, plus région de Québec, puis Québec-Ontario. Là. Puis à Québec, ça vient-tu au bureau pas mal ou ça travaille de chez soi? Hybride? Je dirais que c'est hybride. Là. Les gens viennent à peu près 1 à 2 fois par semaine. Puis c'est correct. Là. Je veux dire, la plupart ont des projets à gérer. Puis s'ils viennent au bureau, c'est pour travailler en équipe ou faire des meetings. Puis après ça, ils sont capables de se concentrer. Ouais. Mais c'est genre, le 3/4 des fondateurs que je vois, c'est ça, le post-COVID, hybride partout. J'ai le goût qu'on parle de verticaliser un SaaS. Dans le fond, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, il y a l'épisode avec Mathieu Chartier, Isaac Swain sur le pod qui sont vraiment bons par rapport à ça. En ce moment, tu vas sur la homepage de Kimobi, c'est clair, net, précis. Juste des chars. Non, mais on le sait, on est où? Là, genre, c'est pour des concessionnaires. Ça n'a pas tout le temps été le même. J'ai le goût que tu me fasses l'espèce de tracé de quand que c'était clair, quand que c'était pas clair, qu'on allait verticaliser le SaaS. Ouais. On a commencé avec les concessionnaires, puis on s'est rendu compte vite que c'était repeatable, parce qu'un concessionnaire à Québec, en Floride, en Californie, à Vancouver, c'est la même chose, c'est le même titre, c'est roulé pareil. Fait qu'on s'est rendu compte vite que c'était repeatable, puis on pouvait vendre la même solution, puis sans avoir à vraiment la modifier. Fait que ça a commencé comme ça, puis là, à un moment donné, tu tombes à un stade que ça serait cool, là, tout le monde est un peu vertical. Là, tout le monde, est horizontal. Là, tu regardes Intercom, tu regardes plein de gros SaaS, tu te dis c'est cool, là, ils vendent partout, dans n'importe quelle industrie. Ça serait hâte de faire ça. Là. Ouais. Fait que tu te lances un peu là-dedans. Pendant longtemps, on a fait le produit agnostique d'industrie. Fait à chaque fonctionnalité qu'on avait, l'idée venait de concessionnaires. On se disait hey, comment ça pourrait marcher pour d'autres? Fait que on se cassait un peu trop le basic, mais fait que ça continue comme ça. Je dirais que ça a toujours été à peu près 90% de nos revenus, c'est les concessionnaires automobiles, mais pendant longtemps, on a juste essayé de cater à juste plein d'industries. Sans des fois avoir des clients, des fois en ayant des clients, puis c'est... Fait que ça veut dire que des fois, tu faisais des initiatives marketing pour essayer d'aller voir, ça va-tu mordre dans cette verticale-là? Exact. Parce que mon produit est commerce en temps. Ouais. Y en a-tu qui ont plus cliqué ou pas tant que ça? Par nous-mêmes, non. Le COVID a aidé à d'autres choses. Ouais, puis d'autres industries qui sont venues vers nous, mais jamais de nous, outbound ou nous, comme stratégie, ça a vraiment marché. Okay. Puis ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a juste dit, OK, là, on est juste 100% concessionnaire. On va arrêter de se mentir, là, honnêtement. Moi, je veux savoir, parce que, tu sais, là, c'est genre une discussion de podcast, puis c'est comme, on a pris cette décision-là, that's it, on a move on. Non, genre... ça a pris 8 ans avant de prendre la décision-là. Mais pas juste ça. Une fois que tu apprends la décision, faut que ça descende dans toutes tes opérations, tes équipes, de genre, OK, toutes les landing pages ou les feature pages qui n'ont pas rapport avec ça, faut que ça parte. Les fonctionnalités qui sont nommées de façon générique puis qu'on n'a pas besoin, faut que ça parte. Tu sais, y a-tu une espèce de un roll-up de comme enlever tout ce qui avait par rapport à cette verticale-là? Oui, mais ça a été graduel. Ça n'a pas été on fait un gros chunk, là, on enlève tout. Là. C'est comme, OK, nous, à l'interne, on sait qu'on met plus d'efforts. Okay. Soit pour le développement, soit pour les ventes, soit pour le training de support, soit pour le marketing. Fait que, après ça, au fur et à mesure, oui, on peaufinait des choses, on enlevait des choses, mais ça n'a jamais été... On investit 1 mois, 2 mois, là, on clean tout. Là. C'est comme si on se l'est dit à nous-mêmes. Là. C'était pas un... Ouais. Ça a été communiqué comment à l'équipe? Ça a été bien accueilli, ça? Ouais, je te dirais que quand le monde font 90% déjà de leur job dans l'automobile, sont contents que tu leur dises « Hey, le reste, on va laisser faire. » On focus. Ouais. Fait que non, ça a été le monde ils savent de quoi je parle, mais fait que tu sais, oui, des announcements à faire, mais c'est pas comme si on disait à tout le monde, hey, le navire là, il shift à 180 degrés, on change de bord. C'était comme, non, on se concentre sur où est-ce qu'on est le meilleur, puis où est-ce que le knowledge à l'interne y est. Puis aujourd'hui, Kimobi, c'est utilisé dans les concessionnaires. Moi, ma première exposition à Kimobi, c'était quand j'étais encore high sur la vente de Snipcart, puis j'avais fait de l'argent, puis que j'ai décidé d'aller m'acheter une Mercedes AMG C43 BB Turbo coupé, alors que j'ai jamais été un gars de char comme toi puis Alex. Puis là, il y a quelqu'un du concessionnaire qui m'a envoyé un SMS automatisé.
Puis là, j'ai fait, c'était genre propulsé par, c'est quoi le... Powered by Kimobi. By Kimobi, puis j'ai fait, c'est vrai, Kimobi, ça existe. À Québec. J'ai dit, Chris, faudrait que je fasse un podcast pour les amener dessus. Non, mais ça, c'était une erreur. By the way, vous lirez mes blog posts, je l'ai vendu la Mercedes, il n'y en a pas de problème, tout le monde, je suis correct. Moi, c'était concessionnaire à client, fait que c'est vraiment une communication externe, right? Genre, ils me font un reminder ou un upsell, whatever. Puis là, moi, au début, avant de te connaître puis de vraiment plus chiller avec toi, j'étais comme, OK, c'est juste service client, acquisition de clients à l'externe. Puis t'étais comme, non, d'autres, genre, il y a des processus à l'interne puis des communications à l'interne dans le concessionnaire qui sont powered par Kimobi. C'est quoi le ratio? C'est-tu genre la majorité du software est utilisé pour des communications externes ou pour des processus internes? Genre, parle-moi de ça. Ouais. Mais je te dirais peut-être 60-40 sur externe, interne. Parce que pour finir par te communiquer puis finir par t'upseller, c'est le but ultime. Ouais. À l'interne, il y a de la communication à faire. Fait que ça soit entre le technicien, l'aviseur, les pièces. Il y a tout un certain workflow puis logique à respecter. Puis fait que c'est tout ça qui est communiqué à l'intérieur de Kimobi. Puis tout ce qui est là, il n'y a pas juste ça. Après ça, il y a le paiement, il y a ton flow un peu, puis ton workflow de service. Oui, tu parles à une personne, mais en arrière de la couverte, puis dans le backstore un peu, là, ils sont plusieurs à travailler sur ton véhicule ou juste à devoir donner de l'information pour finalement te synthétiser puis te dire « Hey Frank, tu devrais changer tes pneus, tu es allé à la track ou tu as battu ton char. » Tu es allé à la track. Un vrai gars de char. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la découverte des cas d'utilisation puis des pains de l'utilisateur. Au début, tu disais « Alright, man, au début, c'était super straightforward. On envoyait des reminders, that's it. » Très externe comme communication. Sais-tu, à force de faire des user interviews, à force d'aller acheter des chars, je sais pas, à force de juste comme être proche que l'app s'est développée pour aller chercher des use cases plus internes, comment ça c'est arrivé dans le cycle de développement de Kimobi? Je dirais on a toujours été proche de nos clients, puis toutes les fonctionnalités, à part des fois qu'on se dit on a des idées folles, puis on se dit il faut faire ça, puis on se fout totalement de ce qu'ils pensent parce qu'on sait que c'est ça qu'il leur faut. Mais la majorité des fonctionnalités viennent toujours des clients, puis c'est soit d'être proche au support, soit de faire des interviews, soit d'aller les voir. Fait que chaque fonctionnalité vient d'un pain point on n'essaye pas que ça soit un client, comme tout bon SaaS. Mais c'est de un ou plusieurs clients, puis après ça, c'est de dig down, puis d'essayer de trouver comment on peut régler ce problème-là. Puis c'est qu'ils nous font confiance. Sur 10 ans, on a évolué, on a tout le temps de deliver sur nos produits. Fait que, ils nous font confiance de dire s'il y a une idée, puis elle est bonne, on va la faire. Puis pas comme d'autres dans notre marché ou de la compétition, c'est comme oui, on arrive avec ça, puis finalement, 3 ans après, il n'y a rien. Puis à l'interne, dans votre équipe, tu me dis, on reste proche de nos clients, on les écoute, on canalise ça dans des features sur le sens du monde. Comment cette information-là circule dans la compagnie? C'est-tu genre, t'as quelqu'un au support qui drop quelque chose d'un Google Sheet, puis à chaque mois, tout le monde leur... Parle-moi un peu de ça m'intéresse. Je dirais, Alex, on essaie d'être proche des clients aussi. Fait que soit d'aller, comme je disais, d'aller les voir, d'en parler ou d'être sur des appels. L'équipe de support nous donne beaucoup de feedback. On a un channel Slack de n'importe quelle idée, on la shoot. Puis que ça soit bon ou mauvais, on s'en fout, on dit au monde comme envoyez-la, ça se peut que ça nous allume sur autre chose ou on juge rien. Fait que t'as un feed de toute notre équipe. Ce que tu vas faire? On le prend en considération, puis après ça, s'il faut aller plus loin, on va gratter un peu l'idée ou on va regarder ça à l'interne avec un lead product manager. Fait que je dirais c'est pas rocket science, c'est juste faut que tu put in the work. Là. C'est de le faire, puis c'est de parler aux clients, puis c'est d'être proche, puis c'est bien beau des fois de dire « Ah oui, je parle à mes clients ou je le fais », mais si tu le fais pas pour de vrai puis t'es pas proactif puis tu redis pas « Hey, la feature, tu me dis il y a 3 mois ou il y a 4 mois, là, elle est faite, elle est en prod, lave-la, t'es le premier, tu vas à bêta test. » t'sais. On le faisait ça avec Snip, mais on avait tellement pas de processus automatisé qu'on avait une story, mettons, dans notre Pivotal Tracker, qui est notre outil de gestion. Là, puis là, il y a des devs qui rient « Haha, Pivotal Tracker, c'est pas hot. » Whatever. Antoine riait de moi sur le pod, j'étais comme ta gueule. Je sais même pas c'est quoi. Bon, c'est ça. Whatever, fait qu'on avait une story à faire, une fonctionnalité à livrer, puis on allait commenter en text only le email de la personne qui nous en avait parlé. Quand on le releaseait, on écrivait un email. That's it. Mais l'autre chose aussi, juste pour ajouter là-dessus, ils passent sur le Slack, mais on les note pas. Puis on les note pas
dans une liste, parce qu'à nous, ça devient ingérable, puis tu fais juste gérer une liste de listes. Là. Le meilleur reminder, c'est nos clients. Si l'idée, elle revient d'une manière ou d'une autre, c'est comme, OK, genre, ouais, OK, on a entendu parler, c'est beau, genre, OK, on pourrait la considérer. Fait qu'une idée qui vient une fois, à moins qu'elle soit révolutionnaire, elle n'est même pas parquée dans une liste. Là, on ne commencera pas à perdre notre temps à gérer la liste quand on reçoit 4 feedbacks, 5 feedbacks par jour. Si on va... C'est vrai que vous êtes B2B, puis c'est pas... Je sais pas, vous avez combien de clients? Là, genre, si le volume d'idées est comme fou ou pas? Bon, on a au-dessus de 1000 clients. Là. OK, cool. Payant. Payant. Bootstrap, hein, qui paye. Ouais, non, c'est ça. J'entends beaucoup d'échos de Basecamp là, dans la philosophie de comment on gère notre produit. On va pouvoir en parler un peu plus. J'ai un gros brag aussi tantôt. Ouais, j'ai hâte. Moi, c'est le SMS, dude. Ça m'a tout le temps buggé. J'étais comme, pourquoi genre c'est ce canal-là qu'ils utilisent? Puis je te posais la question, comment ou quand est-ce que ce canal-là de rappel ou de communication est arrivé dans l'app? C'était-tu une demande des concessionnaires? C'était-tu votre call? C'était notre call. C'est la première fonctionnalité, c'était des rappels de rendez-vous par message texte. C'était ça. Pourquoi? Puis la raison, c'était les clients à qui on parlait au début nous disaient on a essayé des courriels, ça marche pas. Le monde ne nous répond pas, ils regardent leur courriel une fois ou 2 jours, ou leurs courriels personnels sont pas moins proactifs. Puis des appels, ça coûte ben trop cher en temps à les faire. Puis des clients disaient 80% du temps, on prend des boîtes vocales. Fait que tu payes quelqu'un à parler à une boîte vocale. C'est triste. C'est vraiment plate. Fait que versus le message texte, je peux t'en envoyer un là. Maintenant, il y a plus de spam filter, mais je peux t'en envoyer un là, tu vas le recevoir, puis tu es beaucoup plus prêt à répondre. Puis on back de 10 ans. Oui, ça existait, c'était peut-être moins populaire. Maintenant, aujourd'hui, WhatsApp, Messenger et autres, mais ça reste des écosystèmes plus fermés. Ils veulent tes payes aussi. Le SMS, oui, ça coûte quelque chose, mais ils veulent tes payes, ils te limitent, tu peux pas tout faire. Fait que c'est... en Amérique du Nord, le SMS est encore permanent pour juste contacter quelqu'un. Puis c'est pas out of the blue, là, c'est pour un service. Là. Fait que il y a eu un opt-in. Ouais, il y a un opt-in tacite parce que tu t'en vas, comme la même chose qu'ils peuvent t'appeler ou t'envoyer un courriel pour un rappel de rendez-vous. Fait que c'est beaucoup plus facile, puis il y a moins de friction pour commencer la conversation. Un affaire que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que le client de Kimobi, là, son client à lui, c'est, mettons, moi qui va faire réparer mon char. Mettons, je vais dans le concessionnaire, tout ça. Puis on parlait de la COVID, là, justement, un petit peu plus tôt. Puis tu m'as expliqué comment Kimobi gérait les paiements, le processing de paiement dans ces concessionnaires-là. Ouais. Puis on a abordé la notion de friction. Ça m'intéresse vraiment, si tu peux genre expliquer comment ça marche. Ouais. En gros, le COVID, on avait déjà une fonctionnalité de paiement, puis le but, c'est de payer ta facture ou d'acheter des pièces ou faire un dépôt sur un char, peu importe. Fait qu'avant le COVID, on avait cette fonctionnalité-là. Le COVID est arrivé, plus personne ne voulait voir personne puis toucher à personne. Fait que nos clients se sont virés à OK, comment on peut faire payer le client avant qu'il arrive, puis c'est là que notre fonctionnalité de paiement rentrait en jeu pour eux. Puis tu sais, là, aujourd'hui, on fait au-dessus de 100 millions de run rate de paiement là, par année. Fait que c'est le optique de COVID a tellement changé l'attitude de nos clients puis les clients de nos clients par rapport à cette fonctionnalité. Fonctionnalité-là. Puis oui, le e-commerce est là. Puis là, le paradigme qu'on parlait tantôt, c'était la friction. C'est qu'ils ont ton char en otage. C'est ça. Fait que si tu payes pas, ils te redonnent pas ton char. Fait que c'est totalement différent de je veux t'upseller ou je veux te vendre, je sais pas, n'importe quelle bébelle sur Amazon. Fait que pour nous, mettons, dans nos paiements, la friction est très élevée. Puis la friction plus de règles de fraude ou tout ça. Parce qu'on sait qu'à la fin de la ligne, la personne a un bien physique qui est chez notre client. Fait que nous, de te mettre un 3DS d'en face ou Explique c'est quoi un 3DS? C'est un 3DS 2. C'est une couche de sécurité supplémentaire à 2 facteurs. À 2 facteurs. En tout cas, on est good enough. C'est français. Non, mais c'est ça. Fait que c'est de... On a pris la décision de dire on va mettre plus de friction pour protéger nos clients, les concessionnaires, pour avoir le moins de fraude possible parce que, justement, le client, il y a un bien chez lui. Puis le plus de fraude qu'on voyait, c'était pour des pièces aussi. Fait que, tu sais, c'est plus la relation de « je sais pas t'es qui ». C'est la relation de le concessionnaire il est peut-être au coin de ta rue, puis ils savent c'est où que tu habites, ils ont toutes tes informations. Fait que oui, il peut toujours avoir de la fraude, mais pour nous, c'était comme
le moins de fraude qu'on a parce qu'on n'est pas à essayer d'optimiser notre conversion rate de vente en ligne. C'est pas la même réalité. Fait que c'est d'utiliser les paiements en ligne dans un autre use case. C'est vraiment différent. Puis pour vous aussi, la bande passante de gérer des problèmes de fraude, on l'a eu peu de fois chez Snipcard. On était chanceux. C'est lourd, là. Genre, ouais, parce que t'es le middleman, mais t'es comme, t'as-tu checké, t'as-tu fait telle vérification? Non. Bon, ça part bien, mais c'est tout de ta faute. C'est de la nôtre. Toute la faute était de revirée vers nous. Fait que nous, c'était comment on peut se distancer le plus possible de c'est de notre faute, le plus de restrictions possible. Puis si le client, ça marche pas, il ira payer en personne. Là. C'est pas grave. Notre client ne perd pas de vente. Ouais. Parce qu'une fois qu'on y envoie un paiement, la vente est déjà faite, tout est accepté, fait que c'est pas pareil. Je trouve ça malade, ça, man. C'est tellement pas dans le paradigme que moi j'ai eu pendant plusieurs années. On a touché sur Basecamp, on a touché un peu sur comment tu priorisais des feature requests qui rentraient. Je sais que vous utilisez ShapeUp comme méthodologie pour développer votre produit. Écoute, ShapeUp, c'est une méthodologie de Basecamp. Qui était anciennement 37 Signals, l'espèce de... Qui est redevenu, je pense, by the way, 37 Signals. T'es-tu sérieux, man? Ça brasse. Moi, je l'ai lu, le genre de petit book qu'il avait fait pour ça. Puis j'étais arrivé au gars de Snip, j'étais comme... C'est sûr qu'on fait ça, c'est malade, genre, on a essayé ça. Puis ils m'ont dit, Frank, tu viens de faire une formation de Professional Scrum Product Owner puis d'implémenter genre du Scrum. Ferme ta gueule. On va faire ça, mais qu'on soit correct avec cette première méthodologie-là. Fait qu'on l'a jamais faite, à ma grande tristesse. Parle-nous de ça, man. Comment tu l'as découvert? Pourquoi tu l'as implémenté? ShapeUp comme product management, genre philosophie. Ouais. Mon opinion personnelle, no bullshit. Fait que moi, le Scrum, juste d'entendre parler, les poils me levaient. Fait que c'est mon opinion. Mais, no stress. non, mais sans blague, ça ne nous rejoignait pas. Fait qu'au début, là, c'était pas... Il n'y avait aucune gestion de... C'était « Hey, on va faire cette feature-là. » That's it. That's it. Il n'y a pas de card, pas de rien. Fait qu'à un certain point, là, on était juste trop pour que ça fonctionne. Ouais. Quelqu'un finissait son projet, puis là, tout le monde était dans un autre. Fait que quand tu essaies de marier ça, c'est impossible. Fait que on a toujours été des fans un peu de ce que Basecamp faisait. Soit Rails pour notre stack, soit leur livre avant aussi ShapeUp. Fait que ça a comme été OK, il y a ça. On l'a essayé une fois, on s'est planté. Ah ouais? Ça a pris un cycle, puis on a juste arrêté de l'utiliser. Les cycles de développement ShapeUp, c'est 6 semaines avec 2 semaines de cooldown. Ouais. Fait que tu te plantes un bon 2 mois. Là, je veux dire, on a fait quelque chose. On a fait des features, mais la méthodologie n'a pas passé pantoute. Fait que on s'est remis de nos émotions. Ça a repris un autre 6-8 mois avant de dire OK, comment on peut bien les réimplanter. Puis à un moment donné, 1er janvier, on a dit OK, c'est beau, on recommence l'implémentation. Puis là, on était plus... rigide, c'est pas une méthodologie. C'est une méthodologie rigide, mais moins que Scrum. Mais je veux dire, on était plus rigide sur l'implémentation. OK. Puis après ça, on s'est dit, OK, là, elle a fonctionné. Puis tu la retravailles, là. C'est pas un livre de règles. Non, c'est open source, entre guillemets. Là, tu prends ce que tu veux, puis il y a des choses qu'on laisse plus aller. Comme exemple, mettons, le design. Eux autres, c'est dans le... au Sharpie. Là, ouais, mais ils font le design pendant le cycle. Mais nous, on a un designer, fait qu'on peut pas se permettre, si on a 4 projets... Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que, tout ça pour dire que tu le modifies pour qu'il te fit. Mais là, ça fait à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut-être, qu'on utilise ShapeUp, puis on retournerait pas en arrière. Puis ça nous laisse la latitude, puis ça donne beaucoup d'ownership aux devs aussi. T'es-tu game de nous faire un TLDR à peu près de c'est quoi ShapeUp? Pour le monde qui ne connaisse pas ça et qui veulent commencer à checker? Ouais. C'est le cycle de développement de... c'est cycle de développement de 6 semaines avec des cooldowns. Puis le but, c'est de faire des pitchs. Fait que c'est de faire un genre de one-pager un peu pour ceux qui ont déjà vu, mettons, chez Amazon. Fait que c'est de faire des pitchs. Puis c'est un peu c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions, mais c'est jamais de décrire complètement la solution, c'est de laisser un peu de latitude aussi à l'équipe de dev pendant le développement. Le pitch est fait à qui, là? C'est one-pager-là qui dit... C'est soit un product manager qui va créer le pitch ou peu importe c'est qui. T'sais, un développeur, on dit, si tu veux travailler sur quelque chose, fais-nous un pitch, on va le lire, puis on va l'implanter. Puis le but du pitch, un peu, c'est que ça soit... N'importe qui dans l'entreprise peut le lire, puis peut comprendre c'est quoi. T'sais, on veut pas aller dans le fin détail, puis on veut pas aller non plus dans
le trop technique. Puis parallèle aussi, on a juste décidé d'implanter Shape Up dans toute l'entreprise. Puis, même au marketing, mettons. Genre. Ouais. Juste pour mettre un beat, que tout le monde travaille sur le même beat de cycle. Fait que quand on fait des meetings au quarter, ben c'est un peu la même logique. Quand on a des comités de direction, ben on est tous alignés sur des débuts, des fins. S'il faut travailler ensemble, ben il n'y a pas de... on est tous sur le même beat. Puis ça veut, l'équipe de dev va faire plus de pitch en tant que tel parce qu'ils sont plus, mais une directrice marketing, une directrice de support peut juste faire un projet. Il est assez gros parce qu'elle a du day-to-day à faire quand même, mais ça donne un rythme à l'entreprise au complet. C'est hot, ça. Fait que si je résume, il y a plein de problèmes à régler dans ta compagnie, il y a des nouveaux projets ou fonctionnalités à développer. En tant qu'individu qui contribue à ça, je fais un pitch, un one-pager qui dit le problème c'est ça. La solution, ça va ressembler à ça, mais faites-moi confiance, laissez-moi la faire. Des no-go, des rabbit holes, Puis là, après ça, tu te lances dans le cycle que tu devs, carrément, tu développes ces choses-là, que ce soit une fonctionnalité ou un projet de marketing, pendant 6 semaines. Puis là, tu as mentionné de quoi? 2 semaines de cool down. What the fuck is that? Tu fais ce que tu veux. Non. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, mettons plus pour l'équipe de développement, ça va être ça des upgrades de dépendance ou des petits bug fixes. Fait que c'est plus, là, on donne la latitude à l'équipe de dev de se gérer. Fait qu'il n'y a plus de, mettons, notre lead product manager qui va dire, là, les gars, on faut faire telle affaire, c'est eux ensemble qui se gèrent. Puis ils ont un backlog, puis ils passent à travers certains trucs, oui, une certaine gestion, mais on leur donne la latitude de décider, OK, ben il y a ça, ben, OK, ben un peu pourquoi tu le ferais, mais c'est un peu dans cette lignée-là. Puis l'autre chose par rapport au cycle, dernière chose, là, pas trop s'éterniser, mais c'est le but, c'est d'arriver avec... un des principaux points de Shape Up, c'est d'arriver à shipper quelque chose à la fin du cycle. C'est le closer. Fait que c'est de dire, OK, ben, au fur et à mesure que j'avance, si je suis pas capable d'y arriver, faut s'en rendre compte, mais après ça, c'est OK, mon scope, je suis capable de le diminuer, je suis capable de changer un peu ma finalité pour arriver à la fin du cycle puis shipper quelque chose ou plus tôt. Parce que sinon, on finit tout le temps par, le cycle d'après, on va le refaire. Là, tu finis par faire 3 cycles. Puis... Fait que c'est arrivé de lancer quelque chose au vidange, peut-être, genre, de dire, OK, on s'est fourré sur un cycle, puis Ouais, ou juste après 2 semaines, on n'y arrivera pas. Il manque telle affaire. Fait que là, c'est on arrête. 6 semaines de cooldown quand tu fais ça? Non, tu leur donnes d'autres choses. Non, c'est sick, puis je pense que si le monde, ça les intéresse, tu googles Shape Up, Basecamp, puis tu vas trouver tout ça. C'est moins prenant qu'un Scrum. Il n'y a pas de daily, il n'y a pas de... C'est ça. Cérémonie. Ouais, j'ai tellement hâte qu'on release le pod, puis qu'il y ait un paquet de pros Scrum qui m'écrivent en DM. C'est comme tout, c'est parce qu'il n'a pas vraiment compris que cet artefact-là dans Cérémonie, whatever. Il n'y a pas un truc de poker. It's all love. Tant que vous shippez de quoi avec la valeur puis que ça marche, je m'en crisse. Cloud Exit, man. On finit avec ça pas mal, man. Après ça, on va prendre des questions. On a une excellente ligne audio de questions. Là. C'est important de l'utiliser. Cloud Exit, man. Parle-moi de ça. Le monde s'en va des nuages? Qu'est-ce qui se passe? Non, comment dire? Nous, on a... Exit du cloud, c'est un très grand mot. Mais on est sorti d'AWS. OK. Pour la simple et bonne raison que même avec la plus grande optimisation qu'on pouvait faire de nos coûts avec... là, je vais éviter des termes techniques, là, mais on optimisait tout ce qui était les coûts. On payait juste beaucoup trop pour ce qu'on avait besoin. T'sais, on est un B2B SaaS, je veux dire, on n'a pas 100 millions de personnes, un burst de clients qui peuvent venir nous visiter. On est switché à du dedicated hardware dans deux data centers, peu importe. Mais c'est juste, on a été capable de couper 70% de nos coûts d'infra. Puis, AWS, Amazon Web Services, c'est de l'infrastructure info-nuagique. Oui, j'adore ça. Info-nuagique, où est-ce que ton code, ta logique, ton app, ça vit. C'est pour que ça soit distribué à différents devices. Puis là, dans le fond, tout ce que tu nous dis, c'est on n'est pas obligé de passer tout notre stock là-dedans. On peut aller dans des machines physiques qui sont plus près de nous, qui sont juste chez plus puissantes, moins chères, parce que c'est juste différent. Mais comme serveur dans le temps. Dans un garde-robe, là, tout poussiéreux. Mais puis c'est pas, je comprends, c'est pas, ça veut pas dire que tout le monde peut le faire ou que c'est bon pour tout le monde. C'est une autre réalité, mais un B2B SaaS qui contrôle puis qui connaît son growth, je veux dire... Ça, c'est clé ce que tu viens de dire, by the way. Que tu peux pas avoir de spike exponentiel. Tu peux, mais... qui connaît et contrôle son growth, c'est quand même clé, je pense. Du B2B SaaS, on s'entend que tu
tu sais où est-ce que tu t'en vas, là, à moins que tu deviennes viral puis qu'il y ait autre chose. Là. Mais tout ça pour dire que tu contrôles ton growth, tu le connais. Fait que je veux dire, d'ajouter un serveur aux 4 mois, ou aux 2 mois, ou au mois, versus genre configurer un cluster Kubernetes avec de l'autoscaling. En tout cas, là, c'est de gérer une usine à gaz, honnêtement. Là, mais tu sais, c'est pas. Je veux pas me mettre trop dans la merde, mais c'est pas nécessaire pour tout le monde. Puis il y en a, je trouve, qui s'enflent trop la tête avec leurs problèmes. C'est comme, c'est quoi le good enough? Là? C'est comme un peu de high availability, puis t'en as assez pour grow. Puis, tu sais, je veux dire, on a économisé 2 salaires là, en coupant dans des coûts AWS. C'est pas économiser 2000$. Là. Tu sais, c'est 2 salaires qu'on peut investir ailleurs dans le business qu'on donnait juste à AWS pour des besoins qu'on n'avait pas. Vous, ça semble avoir été motivé pas mal par justement là, une optimisation de vos coûts, une réduction de vos coûts. Quand t'es bootstrap, je veux dire, tu checkes à tous tes coûts et comme, OK, comme où est-ce que je peux économiser? Mais il y en a des gens qui font un cloud hybrid ou un cloud exit, que c'est au niveau de la confidentialité des données et de la gestion des données aussi, je pense. Est-ce que ça a joué, vous autres, ou pas? Non, pas vraiment. Okay. Non. Tant que les données pour nous étaient au Canada, pour nos clients canadiens, c'était l'important. Super. Ouais. Dude, on a fait une bonne stretch. On a sué beaucoup aussi, toi puis moi. On a vécu quelque chose ensemble. Puis on s'est touché la main. On s'est touché la main. C'était gros, man. J'ai hâte au highlight. No shit, man. J'ai le goût de te demander juste une question pour finir. Puis après ça, on va prendre les questions autant que vous voulez. Ça va être tout qui m'oublie dans 5 ans, genre? Toujours dans les concessionnaires automobiles. Ouais. Mais non, honnêtement, tu sais, on a toujours été... On disait tout un peu de petit train va loin, là. Fait que tu sais, je veux dire, croître à 30-40% par année compound, ça reste notre objectif. Puis c'est de continuer d'innover dans le marché où est-ce qu'on est. Ça veut peut-être dire, on va peut-être être, tu sais, je peux même pas que je vais mettre demain ou que je vais faire demain ou que je vais manger. Fait que tu sais, je veux dire, c'est philosophique, mais je veux dire, dans 5 ans, on n'a jamais eu d'ambition de dire dans 5 ans, on va être à 50 millions d'ARR puis on va dominer le monde. C'est comme on reste plus simple dans nos j'adore ça, man. Je perds mes mots, mais on reste plus simple dans où est-ce qu'on veut aller. Fait que c'est de continuer de croître, de continuer d'innover dans notre marché. Puis ça veut peut-être dire d'ouvrir d'autres nouveaux marchés géographiques, mais pour l'instant, dans le marché où est-ce qu'on a, il y a encore beaucoup de place à croître. Cherchez-vous des personnes? Avez-vous du monde à embaucher? Une petite plug pour finir? Tout poste, vente, marketing, support, dev, tout poste, SaaS. KIMOBY.com. Ouais. Puis là, il y a un onglet carrière. Ouais. Super. Vous pouvez downloader le e-book. Le livre en e-book. Par contre, on va vous poser des questions. Ouais. C'est ça. Préparez-vous, vous allez avoir un questionnaire. Dude, merci tellement pour avoir pris le temps. Merci Frank, merci d'avoir reçu. Merci tout le monde. Merci tout le monde. S'il y en a qui veulent poser des questions sur le mic, ça serait super cool. Ça nous donne un type de contenu qui est nice pour aller sur le pod aussi, cette interactivité-là. Hey, what's up, GM? Salut! Hey, voiture électrique, ça change quelque chose pour vous? Est-ce que j'ai pas compris? Les voitures électriques, ça change quelque chose au niveau de la dynamique avec les concessionnaires? Parce que la vente, l'entretien, c'est pas tout à fait les mêmes. Des fois, il y a moins d'entretien. Par exemple, les Tesla, où c'est plus des modèles. Ça change quelque chose dans votre modèle? Non. Ça change. Ça peut changer la période d'entretien. Là. On s'entend que c'est pas tu vas moins au concessionnaire. Mais nous, on est vraiment juste au service. Fait que oui, il y a une différence, mais pour l'instant, on voit plus que les gens gardent, en tout cas court terme, là, plus leur véhicule longtemps à cause des taux d'intérêt et du manque de véhicules neufs. Fait que long terme, je pourrais pas te dire c'est quoi qui va arriver par rapport au véhicule électrique, mais il va toujours avoir un service. Le but des manufacturiers, c'est quand même de ramener les clients au service parce que c'est là qu'ils ont les plus grosses marges puis que c'est le plus gros pourcentage de leur revenu. Puis ce qu'on voit, ce qui arrive aussi, c'est que les manufacturiers veulent contrôler la vente, mais ne veulent pas contrôler le service. Pour la simple et bonne raison que c'est plus local, puis ils veulent vendre en ligne, puis avoir pas d'employés, mais le service, ils veulent pas y toucher. Fait que nous, on touche juste au service, puis on veut continuer de toucher juste au service pour cette raison-là, mais parmi tant d'autres. Phil, vas-y. Salut. J'ai accroché au début sur « on s'est cru plus gros qu'on était ».
c'est quoi qui vous a amené à penser ça? Puis c'est quoi que ça a pris, mettons, ou que vous avez fait redescendre sur Terre pour vous rendre compte que vous étiez peut-être pas plus gros que vous pensiez que vous étiez? Ben, je pense que c'est le... Ouais, bonne question. C'est le niveau de croissance un peu. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, on est rendu à 30, 35 employés. OK, bon, ben, on est-tu rendu à ajouter un layer de plus de management? Puis c'est pas... tu sais, c'était pas un genre, je me bombe le chest puis je suis rendu plus gros. C'était plus comme, OK, là, on va arriver, là, on va avoir des problèmes de gestion, on va avoir des problèmes de scaling, il faut le gérer avant. Puis, tu sais, on essayait de comme anticiper beaucoup trop tôt quand on n'avait vraiment pas de problème. Ces problèmes-là sont pas arrivés, dans le fond, au moment où tu C'est pensais ça. que Puis il y a juste plus de problèmes qui sont arrivés avec ce qu'on a essayé de régler. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis là, à un moment donné, tu dis, un des déclics, pour être vraiment transparent, c'est tu regardes ton payroll, tu regardes l'output, puis tu te dis, ouais, ben finalement, si on a le même output ou il est pire. Puis t'as-tu eu le moment inverse où justement tu te pensais plus petit que tu l'étais vraiment après ça ou avant ça? Ou... Toujours là, le imposter syndrome. Là, ouais. Fait que il y a toujours un plus gros fiche, il y a toujours, mais tu sais, on se regarde tout le temps un peu dans le miroir et tu dis, OK, ben c'est là qu'on est, c'est là qu'on s'en va, puis c'est une marche à la fois. Parce que, tu sais, honnêtement, sur 10 ans, tu peux. Tantôt, tu sais, Frank me demandait dans 5 ans, mais c'est comme, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je veux dire, oui, mettons, un objectif, c'est de se rendre à 10 millions. Mais jamais t'aurais cru être sur un podcast si ça se passe. Non, ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Exactement. Non, mais c'est un peu ça, là, fait que c'est ben, pour venir, ouais, je pense que c'est juste d'être humble un peu là-dedans, mais c'est pas, ouais, je suis comme perdu mon fil, là, mais c'est... Je peux poser ma question, si tu veux. Vas-y. Attends, faut que je ressorte mon téléphone, j'étais pas prêt. Frank, il m'a juste déconcentré. J'étais moins prêt que je pensais que j'étais, tu vois. Ouais, je suis bon. Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est quoi qui t'a fait redescendre sur Terre? Puis après ça, tu sais, je disais le contraire, tu sais, t'es-tu cru plus petit que t'étais plus tard après quand t'es redescendu sur Terre? Ah, mais tu sais, ça fait pas longtemps, là, ce qui est arrivé, là, ça fait pas... Ok. c'est il y a 1 an et demi, là. Fait que tu sais, c'est pas... tu sais, on s'en cache pas, là. Puis c'est pas, comme tantôt je disais un peu à François, c'est pas... François... C'est vraiment sérieux. C'est pas contre les employés qui est arrivé, c'était plus nos décisions en tant que propriétaire, gestionnaire, d'essayer de trop préparer ou se padder pour le futur, mais dans la réalité, il est pas là. Ou même si on l'a dépassé ce qu'on pensait, on n'avait pas besoin. Fait que c'est un peu des se faire à croire que, puis tu dis, je veux pas qu'on se plante trop, on est rendu gros. Fait que c'est un peu ça, puis la réalité, c'est que tu redescends sur Terre quand je dis un peu. Tu check ta ligne de payroll, puis tu te dis, ouais, ça marche pas. Thanks. Ouais. Merci, dude. Tu d'autres questions, Raph? Là, à date, c'est cool parce que je connais le nom de tout le monde, mais quelqu'un qui va se lever, puis je dis, Moi, il y a le 10-90, fait que le 10% de segments de marché qui n'étaient pas des concessionnaires. Pendant combien de temps vous avez essayé de le développer? Est-ce que votre but, c'était de faire en sorte que ça devienne un 30, un 40, un 50%? Puis comment est-ce que l'équipe filait? Est-ce qu'il était tanné de se faire parler qu'il fallait que ça devienne un 30% ou pas vraiment? C'était juste comme ça? Non, c'était plus des efforts marketing de vente aussi. Il n'y avait jamais vraiment d'objectif de dire faut se diversifier à 30%. C'était, on avait un objectif de croissance, fait qu'elle passe par un concessionnaire ou un autre vertical. Pour nous, ça importait peu. C'était plus, si on veut grossir à 30, il nous faut tant de clients, tant de recurring. Fait que ça n'a jamais été... on parle à tout le monde, il faut arriver à 30%, 30%, 30%. Ça a plus été, OK, on met des efforts, il y a des résultats, ou à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y en a pas. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a encore des clients dans d'autres industries, là, genre La Ronde, Garda pour les RH. C'est totalement diversifié, mais tu sais, on les mettra pas dehors pour autant. Je veux dire, ils continuent à payer puis ils continuent à nous utiliser. Fait que c'est juste qu'on met plus aucun effort à vendre. Oui, on met l'effort à les supporter, mais tu sais, s'il n'y a plus de fit, je veux dire, ça serait pas le premier client qu'on mettrait dehors. Tu sais, on a déjà mis des clients dehors juste parce que il n'y a pas de fit, puis on brûlera pas notre monde à l'interne à essayer de supporter un client qui n'a pas de fit. Fait qu'on aime mieux juste dire au client, check, ça marche pas, bye. Puis est-ce que vous avez essayé pendant longtemps de développer ces autres marchés-là ou pendant ouais, je dirais peut-être pendant 5 ans. OK. À un moment donné, peut-être par acharnement. Puis est-ce que l'équipe, on est des entrepreneurs, là, fait que... Est-ce que l'équipe, à un moment donné, était comme, voilà, crime, ça marche pas, puis on peut-tu passer au prochain appel? C'était bottom-up, genre, si l'équipe... Ouais, est-ce que vous les poussiez un peu ou pas vraiment? Ou c'était... Non, c'était juste naturel. Tu sais, le produit était agnostique, c'est un peu ce qu'on disait, mais
après ça, quand 100% du temps, tu parles juste de concessionnaire automobile, tu te rends compte un peu que le reste qui est à côté, c'est un peu du gravy, mais ça nous déconcentre. Là. Puis, tu sais, on est venu au point, Étienne qui est là, qui est notre lead product manager, tu sais, on est venu au point que là, à un moment donné, on s'est dit, cette feature-là, elle est juste concessionnaire, puis on en a besoin, et tout le monde l'utiliserait. Fait que, tu sais, c'est un peu un déclic en est de faire comme, OK, là, la beauté de l'agnostique puis de l'horizontal, elle marche plus. Là. Fait que c'est ça. Nice, merci. On a-t-il d'autres questions? Tu peux me poser à job, Britt, les questions. Je te promets que je te ferai pas honte. Salut Ismaël. Bonjour. Une de tes plus belles qualités avec Alex, c'est votre authenticité. Vous êtes des gens très humbles. Tout le long du podcast, c'est ce que je ressentais. Si on te donne un 30 seconds window pour brag de quelque chose qui te rend le plus fier, est-ce que c'est d'être dans le plus gros BM au Canada, d'avoir des gros groupes aux States qui nous utilisent? C'est toi qui l'as closé, c'est ça? Non, pas du tout. Non. J'étais pas née il y a 10 ans. Ouais. Mais brag pendant 30 secondes de ce qui te rend peut-être le plus fier ou ce qui te donne envie d'aller au bureau tous les jours. Je sais pas, je l'ai dit tantôt sur le pod, mais je pense que c'est d'avoir un impact. Tu sais, des fois, tu regardes la base de données puis tu vois 70 millions de clients ou de customer records, puis tu te dis, OK, on a eu un impact sur des millions de clients au Canada. Tu sais, on a 25% de part de marché d'un concessionnaire. Fait que c'est juste de savoir l'impact au day-to-day, puis c'est un peu de se rendre compte, tu sais, il y a 10 ans, notre software, c'était un one-pager, là, puis c'était un input de texte, puis c'était basic, mais c'est de se rendre compte que les gens l'utilisent, ça change leur day-to-day, puis qu'ils se fient à Kimobi pour gérer leur concessionnaire un peu. Là. Fait que ça, c'est un gros, puis un brag monétaire, je dis à Frank, là, mais ça, 10 ans, 10 millions, c'est quand même quelque chose. Let's go! Brag. Brag. Ça serait malade que la prochaine personne dise bon, on va te donner un 30 seconds of shame. De quoi t'as vraiment honte? Salut Phil. Bonjour Ismaël. Merci pour ton partage. D'ailleurs, je pense, c'était-tu ton premier podcast ou ta première? Ever. Ouais. C'est ta première comme conférence en public. Félicitations pour ça. Ça a été vraiment très, très hot. C'est la magie de Frank, ça. Ouais. Mais t'es bon aussi comme host, honnêtement, pour mettre les gens à l'aise. C'est le toucher. J'aime votre proximité. Une question que je t'ai jamais posée, que je trouve, je pense que ça peut être intéressant aussi pour tout le monde, avec la montée de l'intelligence artificielle. Je parlerai pas de ChatGPT, j'en parlerai pas, on s'en calisse, mais je vais quand même te poser une question par rapport à ça. Avec la montée de l'IA, tu sais, qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande opportunité que tu vois en avant pour vous? Puis, à l'inverse, qu'est-ce que tu penses qui va être la plus grosse menace pour un SaaS comme vous? Puis comment tu vas tackle l'opportunité et la menace? Je dirais l'opportunité, puis on est en train d'en tester une fonctionnalité, puis le AI, ça va changer le monde. En tout cas, tout le monde a des grosses ambitions, mais pour nous, c'est plus comment on peut améliorer la vie de nos clients. Fait que c'est soit des shortcuts, c'est soit nous, notre but, c'est comment ils peuvent passer plus de temps à faire des tâches à valeur ajoutée que de juste essayer de rejoindre quelqu'un ou de faire autre chose. Fait que comment on peut shorten le path à juste générer de la valeur dans le software. Fait que c'est un peu de même qu'on le voit. On n'est pas comme on va essayer de créer une nouvelle fonctionnalité qui est totalement out of scope de ce qu'on fait. C'est comme là, quelle fonctionnalité qu'on a pour l'instant, parce que ça reste un peu exploratoire aussi. Ouais. On veut pas être all-in, c'est comme OK, comment on peut test the water puis arriver avec un value proposition qui fait du sens sans passer 8 mois à essayer de le builder. Fait que ça, c'est un low-hanging fruit, c'est un low-hanging fruit que vous êtes en train de cueillir avec des fonctionnalités que vous développez, quoi que ce soit à l'interne, mais des trucs simples, entre guillemets. Là, un exemple que je peux donner, c'est nos clients prennent beaucoup de vidéos pour comme montrer le véhicule du client. Fait que dire, voilà ton char, les breaks sont finis, ou peu importe, pour donner des preuves. C'est une question de transparence. Mais tout le processus après, c'est qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il écoute la vidéo à l'interne. OK, c'est bon. Puis quelqu'un après ça, qu'il faut qu'il crée un estimé. Puis après ça, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il demande aux pièces, hey, là, tout ce que j'ai mis là-dessus. Puis il n'y a pas de transcript. Fait que, tu sais, c'est simple, mais c'est de dire, OK, bon, on prend la vidéo. Bon, du transcript, ça existait déjà avant, mais peu importe. On transcribe la vidéo.
On a les genres de... Là, c'est beaucoup d'anglicisme. Là, on traduit la vidéo, puis après ça, on a le No stress, on est closed des questions, captioning. man. Ouais. C'est clair. Ouais, ça passe pas. Ça. Ouais, exact. Non, mais c'est ça. Fait que puis après ça, c'est de prendre tout ce transcript-là, puis de créer un estimé de job, là, dire voici telle chose que tu as à faire. Fait que c'est juste des add-ons que ça coupe dans le temps. Ouais. Fait que quelqu'un, on met un summary, fait que t'es pas obligé d'écouter 2 minutes de vidéo, on te fait juste écrire là, c'est quoi en 4 lignes, qu'est-ce que ça a été dit, puis l'estimé créé est envoyé aux pièces, les pièces disent on a-tu les pièces en stock, c'est quoi le prix, envoyé au client. Fait que tu viens juste de gagner en efficacité, un peu comme tout le monde qui doit utiliser ChatGPT pour donner des résumés, créer-moi du texte, n'importe quoi, c'est un peu ça. Là. C'est comment je peux gagner en efficacité. Oui, il va venir à plus loin plus tard, mais pour l'instant, ça reste... En tout cas, selon mon opinion, c'est de l'efficacité. Puis pour finir, la réponse à la question à Phil, tu vois-tu des menaces? Ou des risques? Ou... Pour nous, non. OK. Pas des menaces. Tu sais, je veux dire... non. Directement pour un concessionnaire, puis comment nous, on interagit avec eux, non. Je dirais que non. Les menaces vont être plus, OK, y a-tu des nouveaux joueurs qui peuvent entrer en jeu avec des nouvelles idées, mais tu sais, ça reste que c'est un marché... Dans le marché qu'on est, c'est un marché très fermé. Fait que rentrer dans ce marché-là, c'est difficile. Pourquoi c'est fermé? C'est des... tu sais, il se fie beaucoup à est-ce que quelqu'un d'autre là? Est-ce que t'es prouvé? T'es-tu dans des gros groupes? T'es-tu intégré? Les intégrations, le monde, il demande de payer up front. Fait que tu sais, il y a beaucoup de barrières à l'entrée que oui, tu peux rentrer, mais c'est beaucoup d'efforts, puis c'est beaucoup de temps. Fait que c'est... Tu sais, quelqu'un peut rentrer, oui, c'est pas un problème, mais c'est pas dire « Hey, je vais créer un to-do app. » On n'est pas là. Sweet. On a-t-il une ou deux dernières questions? Oui. Stéphanie, c'est ça? C'est que je suis fort. C'est ça. Tu connais tout le monde, finalement? Non. Ben, c'est à cause que je te parlais sur Instagram, fait que c'est pour ça. Exact. C'est moi le gestionnaire Pour de la savoir communauté. si Ismaël allait avoir à manger puis à boire. Ouais, c'est ça. À quel point c'est bootstrap ton crise d'événement? Moi, j'aimerais ça qu'on parle de l'acquisition que Kimobi a fait il y a 1 an et demi, puis du développement de ça, du déploiement de ça. J'aimerais ça que tu nous en parles, Ismaël. Ouais, un résumé court. Short. Ouais. Résumé court, on a acheté un logiciel il y a 1 an et demi maintenant, qui est un logiciel de gestion des véhicules de courtoisie, puis tout ce qui est gestion des valets, châteaux, trailers, etc., pour les concessionnaires automobiles. Fait que ça fitait beaucoup dans notre offering, parce qu'il y a beaucoup de communication du paiement, puis de la gestion interne-externe avec le client. Puis à un certain stade aussi, c'était pour nous se diversifier dans notre offre de service. C'est d'être capable de rentrer chez un client avec un autre produit différent, que Kimobi est intégré, versus juste rentrer chez un client puis que ça dit ben j'ai déjà un tool similaire où je suis correct, versus c'est une nouveauté. Puis un des trucs qui change beaucoup, c'est qu'on se connecte aux véhicules over the air. Okay. Fait qu'on a accès aux données des véhicules, fait qu'on est capable de savoir le véhicule est où, à la place de... Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la place des dongles puis de quoi que ce soit. Fait que ça rentre beaucoup dans la gestion d'un concessionnaire automobile. Puis, comme toute acquisition, il y a des challenges. Fait que c'est des challenges de mise en marché, des challenges par rapport aux produits, par rapport à le mariage des deux. Fait que, des deux code base, des deux... Ouais, des deux code base. Tu as acheté juste du code? Ouais, le IP. L'IP plutôt? OK. Ouais. Fait que ça, il y a eu du travail à faire pour marier les deux code base. Marier les deux, c'était pas le même niveau de standard, c'est pas le même langage. Fait que il y a beaucoup de challenges reliés à ça, mais ultimement, là, on est en train de le commercialiser. Fait que c'est cool, ça. Ouais. Ça a été plus long que prévu? Ouais. Première acquisition d'autres? Ouais, mais on apprend. Ils ont gagné un prix grâce à ça. Bon. Brag. Hey man, veux-tu les venir, employés de Kimobi, là, ils take over. La commandite va coûter plus cher, la gang. Non. C'est quoi le prix que vous avez gagné? C'était avec Porsche. Avec Porsche? Ouais, on a gagné un prix avec Porsche AG. Ouais. Fait que c'est un prix de par rapport aux véhicules connectés, là. Fait que c'est ça. Très cool. Ouais. Alright, merci tout le monde. Je sais pas s'il reste des hot dogs, Alex. Je sais pas, oui, non, peut-être. Tu me donnes une question? Ouais. Pas non. Ouais, ben en tout cas, on peut chiller encore un petit bout ici. Puis si vous voulez jaser de quoi que ce soit avec nous ou d'autres mondes, allez-y. Puis merci beaucoup, guys. Bonne fin de soirée.
et j'suis pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi right, j'suis premier en tout état.